Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'hebdomadaire de l'information sur le Gabon, du 8 au 13 juin 2020. Rosine Priskandje, l'on démarre avec le décès brutal de l'ancien Premier ministre Franck Emmanuel Issozengonde. Yves Vonabesolo, le reportage est signé Marc Ulrich Malekou Mamalekou. Le décès survenu ce jour 11 juin 2020 des suites de maladie de M. Emmanuel Issozengonde, ancien Premier ministre, député du 1er arrondissement de la commune de Makoko. En cette pénible circonstance, le gouvernement présente à la famille de l'illustre disparu ses condoléances les plus attristées et l'assure de son entier soutien multiforme. Après concertation avec la famille, le gouvernement fera connaître à l'opinion le programme des obsèques et l'ensemble des mesures qui seront prises pour honorer la mémoire de ce grand commis de l'État et digne fils de la République. Je vous remercie. Le décès de l'ancien Premier ministre Emmanuel Franck Issozengonde plonge la classe politique gabonaise dans la consternation. Bioportrait du disparu, avec vous, Marc Ulrich Malekou Mamalekou. C'est à 59 ans, officiellement des suites d'une maladie, que Franck Emmanuel Issozengonde a quitté le monde des vivants dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020. Ce diplomate de carrière est promu Premier ministre au terme de la réélection controversée d'Ali Bongo en août 2016. Promotion politique qui vient donner un coup d'arrêt à l'inamovible présence des membres de l'ethnie Fan à ce prestigieux poste en 49 ans de règne cumulé des Bongo père et fils. Il est démis de sa fonction de Premier ministre, vraisemblablement en raison de divergences de vues qu'il oppose au tout-puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo d'alors, Brice Lacruche Alianga, qui se fait pour sa part la main aux manettes du pays dans la foulée de l'accident vasculaire cérébral AVC qui accable Ali Bongo en octobre 2018. Visiblement frustré, Issozengonde prend ses distances d'avec le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, en faisant des rares apparitions publiques d'après PM. Sa participation en fin octobre 2019 au congrès du Cercle des libéraux réformateurs CELER, qui consacre l'arrivée de Nicole Assélé au poste de délégué général de cette formation politique, reste probablement sa dernière apparition publique. Élu député de Makoko au sortir des élections législatives de 2018, il décline l'offre politique de médiateur de la République en poursuivant son retrait de la scène publique jusqu'à sa mort. Dans le cadre de la disparition des personnalités politiques, c'est le 8 juin dernier qu'a été célébré l'anniversaire de 11 ans du décès d'Omar Bongo Ondimba. Et l'on vous retrouve Yves Vonabesolo. Lundi 8 juin 2020, ça fait précisément 11 ans que feu président Omar Bongo Ondimba a été rappelé à Dieu après un peu plus de 42 ans de règne sur le Gabon sans discontinu. L'homme laisse derrière lui un héritage au bilan mitigé selon que certains voient le verre soit à moitié plein, soit à moitié vide, quand il n'est pas carrément vu en verre complètement vide. 11 ans après, le premier secrétaire du mouvement d'émancipation socialiste du peuple, MESP, parti d'opposition, lève le voile sur sa part du souvenir, Mwang Bading. Le souvenir que je retiens de ce grand homme, c'est un responsable politique qui savait, n'est-ce pas, alterner le chaud et le froid. Il arrivait à englober dans sa politique beaucoup d'opposants. Il arrivait à les conduire à ce qu'on appelait à l'époque à la soupe. C'est ce qui a fait que les confrontations ont été atténuées. La gestion à tout va de Bongo, c'est une gestion libérale, une gestion qui a été réalisée dans l'intérêt
essentiellement du capital étranger et la bourgeoisie parasitaire. Les bourgeois parasitaires ont participé au pillage du pays. Et M. Bongo, qui n'était pas bête, qui était intelligent, a utilisé cette tendance pour les soumettre. Ouais, pour les soumettre. Et cette politique a conduit à la formation d'une bourgeoisie possédante que nous appelons parasitaire. Autrement dit, une bourgeoisie qui s'est formée en pillant le pays, en profitant de l'État et des postes acquis au sein de l'État. Et le peuple en a été, disons, victime de cette politique. Autre regard, celui du président du mouvement de la jeunesse insoumise du Gabon, proche du camp au pouvoir, Thierry Essam. Omar Bongo Ondimba était caractérisé par une forte humanité, un fort amour pour le consensus, un fort intérêt pour le partage des dividendes. C'est pourquoi Omar Bongo Ondimba ait pu rester 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité parce qu'il associait tout le monde à l'exercice du pouvoir. Et on se souviendra une fois encore de l'une de ses célèbres phrases lorsqu'il disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Or, nous savons très bien que l'injustice est également une forme aveugle du désordre, mais Omar Bongo Ondimba, lui, il disait qu'il fallait tout faire pour arriver au consensus, il fallait tout faire, utiliser toutes les voies, tous les moyens pour ne pas arriver à une certaine anarchie, à une certaine implosion sociale. Donc, Omar Bongo Ondimba a donc imprimé une marque sur la cosmogonie politique gabonaise, sur la politique internationale, grâce à son amour pour la paix, pour le consensus. Il va être au cœur de toutes les négociations pour stabiliser plusieurs pays africains. Le Gabon va donc se caractériser par ce havre de paix-là, et ce havre de paix qui a été fortement recherché par Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba était un homme généreux, caractérisé par une forte humanité. C'est quelqu'un qui savait pardonner les gens, même ses adversaires les plus farouches. Et c'est pourquoi tout le monde s'accordait à ce que soit un président véritablement légitime, véritablement représentatif, parce que le plus grand nombre de Gabonais consentaient à l'obéir. Libéral, une gestion qui a été réalisée dans l'intérêt essentiellement du capital étranger et la bourgeoisie parasitaire. Les bourgeois parasitaires ont participé au pillage du pays. Et M. Bongo, qui n'était pas bête, qui était intelligent, a utilisé cette tendance pour les soumettre. Ouais, pour les soumettre. Et cette politique a conduit à la formation d'une bourgeoisie possédante que nous appelons parasitaire. Autrement dit, une bourgeoisie qui s'est formée en pillant le pays, en profitant de l'État et des postes acquis au sein de l'État. Et le peuple en a été, disons, victime de cette politique. Autre regard, celui du président du mouvement de la jeunesse insoumise du Gabon, proche du camp au pouvoir, Thierry Essam. Omar Bongo Ondimba était caractérisé par une forte humanité, un fort amour pour le consensus, un fort intérêt pour le partage des dividendes. C'est pourquoi Omar Bongo Ondimba ait pu rester 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité parce qu'il associait tout le monde à l'exercice du pouvoir. Et on se souviendra une fois encore de l'une de ses célèbres phrases lorsqu'il disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Or, nous savons très bien que l'injustice est également une forme aveugle du désordre, mais Omar Bongo Ondimba, lui, il disait qu'il fallait tout faire pour arriver au consensus, il fallait tout faire, utiliser toutes les voies, tous les moyens pour ne pas arriver à une certaine anarchie, à une certaine implosion sociale. Donc, Omar Bongo Ondimba a donc imprimé une marque sur la cosmogonie politique gabonaise, sur
la politique internationale, grâce à son amour pour la paix, pour le consensus, il va être au cœur de toutes les négociations pour stabiliser plusieurs pays africains. Le Gabon va donc se caractériser par ce havre de paix-là, et ce havre de paix qui a été fortement recherché par Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba est un homme généreux, caractérisé par une forte humanité. C'est quelqu'un qui savait pardonner les gens, même ses adversaires les plus farouches. Et c'est pourquoi tout le monde s'accordait à ce que soit un président véritablement légitime, véritablement représentatif, parce que le plus grand nombre des Gabonais consentaient à l'obéir. Vous restez avec nous, Yves, pour également l'hommage de la nation rendu au capitaine Charles Tchoréré le dimanche 7 juin dernier. La nation reconnaissante envers l'œuvre patriotique et héroïque du capitaine Charles Tchoréré, ancien officier de l'armée française, tué sur le front de la Première Guerre mondiale de 1939 à 1945. 80 ans après, un hommage solennel lui a été rendu à Libreville le dimanche 7 juin 2020, en présence des autorités politico-militaires de la France. Charles Tchoréré, compté par le président de la fondation qui porte son nom, Marcel Robert Tchoréré. Le capitaine Tchoréré a été envoyé dans le département de la Somme parce que c'était la zone par où les Allemands, les nazis, devaient rentrer pour pénétrer, pour occuper Paris. Et dans le nord de la France, les Panzer Division dirigés par le général Rommel s'y sont rentrés dans la zone et ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas traverser parce qu'il y avait un bataillon d'un soldat noir dans la zone qui a tenu tête aux Allemands pendant près de 4-5 jours. Et donc, dans cette lancée, les Allemands, l'état-major avait décidé de faire bombarder la ville. Quand ils sont venus, un jeune lieutenant allemand qui ne pouvait pas comprendre cet Africain, avec des soldats africains, viennent tenir tête à la grande armée nazie. Le capitaine Tchoréré a eu un avantage. Quand il était allé au Cameroun allemand avec son père, il parlait couramment allemand. Et donc les Allemands, ces officiers allemands étaient choqués de voir un noir parler correctement allemand, un officier noir en plus, qui a tenu tête à l'armée allemande pendant près de 4 jours. Et donc ils ont demandé au capitaine Tchoréré de se mettre dans le rang des nègres, en disant qu'il ne peut pas être dans le rang des officiers blancs. Le capitaine Tchoréré a fait comprendre qu'il était officier français et qu'il n'avait pas à se mettre dans les rangs des soldats. Il était un officier et qu'ils lui ont demandé de mettre les mains sur la tête, marcher comme un prisonnier. Vous savez, il y a des règlements militaires. Et il a refusé parce qu'un officier ne met pas les mains sur sa tête. Et donc cet Allemand, n'appréciant pas l'arrogance, d'après lui, du capitaine Tchoréré, est venu avec son revolver. Il lui a donné 3 coups de revolver à la nuque et il s'est effondré. Ils ont laissé le corps et puis ils sont partis avec les autres prisonniers. Et le capitaine Tchoréré, quand les Allemands sont rentrés avec leurs chars, donc les Panzer Division de Rommel, ils ont écrasé son corps. Le capitaine Tchoréré n'a jamais eu une tombe. Son corps a été écrabouillé par des chars, vous savez, les chenilles, les chars sur un être humain. On a retrouvé que son galon de capitaine sur la rue qui porte son nom en ce moment à Irène. À présent, justice et politique avec la condamnation par la Cour criminelle spéciale de Roland Désiré Abaminko à 10 ans de prison, dont 5 avec sursis pour association de malfaiteurs. Marc Ulrich Malekou Mamalekou. Statuant publiquement à l'égard des nommés Abaminko Roland Désiré, Nyama Lebambi Rostand, Rembongo Serge, Oubala Boussougou Thierry Brady, déclare Abaminko Roland Désiré non coupable du crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, prononce son acquittement. Déclare en revanche Abaminko Roland Désiré coupable du délit d'atteinte à l'autorité de l'État. Déclare également Abaminko Roland Désiré coupable du délit d'association de malfaiteurs. En répression, condamne Abaminko Roland Désiré à 10 ans d'emprisonnement, dont 5 assortis du sursis et à 5 millions de francs CFA d'amende. Plus que 2 ans derrière les barreaux, voici le temps que devrait encore passer à la prison centrale de Libreville Roland Désiré Abaminko, puisqu'ayant déjà écoulé près de 3 ans de détention préventive sur les 5 ans de prison ferme qui viennent de lui être infligés par la Cour criminelle spéciale assortie de 5 millions de francs CFA d'amende pour délit d'association de malfaiteurs. Visiblement satisfait,
La défense jubile des bouts de lèvres sans toutefois exclure l'hypothèse d'un recours en cassation qui ne pourrait être envisagé qu'à la demande de leur client, Maître Hugues Bougikouma, à l'issue de l'audience. Nous estimons que la Cour a rendu une décision, nous a donné un délai de 5 jours pour nous pouvoir en cassation. Nous verrons maintenant avec notre client l'opportunité de nous pouvoir en cassation ou pas. Roland Désiré Abaminko échappe finalement au filet du procureur général qui, se fondant sur l'article 68 du Code de procédure pénale, réclamait la veille de ce procès à la Cour criminelle spéciale la réclusion à perpétuité à l'encontre de l'ancien candidat déclaré à la présidentielle d'août 2016 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Rosine, vous avez fait une incursion dans le coin perdu d'Akanda Village où les conditions de vie prêtent à polémique. Nous sommes ici à Angondje, commune pittoresque de la capitale gabonaise, qui nous dévoile une partie de son faciès hideux, dont l'un de ses recoins à la remorque du développement, zone privée de commodités conventionnelles de vie décente. Angondje Village, ainsi est dénommé ce coin perdu de la commune Kossu d'Akanda. L'accès à la route praticable relève du conte de fées, au point de contraindre les automobilistes au parcours du combattant. L'accès à l'eau potable est une autre paire de manches et il faudrait s'adonner aux acrobaties sur fond de travaux d'Hercule pour espérer avoir accès à l'électricité de qualité quelconque tirée sur les cheveux. Avec à l'arrivée un très faible ampérage qui déteint sur la qualité de la lumière et sur la capacité à pouvoir alimenter des appareils électriques exigeant une grande consommation d'énergie. On a beaucoup de difficultés ici. On n'a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas la route, le chômage. Il y a certains orphelins et veuves qui ne sont pas payés. On a beaucoup de difficultés ici. Normalement, la route n'est pas arrangée. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Bon, le courant, l'eau, la route. Il n'y a pas aussi des activités. Il y a quoi encore? C'est tout, et puis les câbles que vous voyez là, comme ça, là, les câbles de courant, c'est dangereux pour les enfants quand il pleut. Et puis quand il y a les gros engins qui passent, les camions et tout, des fois il y en a qui endommagent les câbles électriques. Et puis il y a un problème d'eau aussi, il n'y a pas de l'eau. Il y a une période où on avait installé le forage un peu vers le haut là-bas, mais après il ne fonctionne plus. Akanda Village, un point noir dans le paysage moderne de cette commune résidentielle de la capitale gabonaise. Parlons à présent de la mise à l'index des agents municipaux pour extorsion de fonds à l'encontre des propriétaires de véhicules à usage personnel. L'on vous retrouve Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. Tollé des conducteurs de véhicules à usage personnel qui donnent de la voix face aux tracasseries dont ils font l'objet de la part d'équipes municipales, couplées aux unités de police détachées auprès de cette administration décentralisée qui s'en mêlent souvent les pinceaux dans leur traque effrénée de transporteurs illicites. Du coup, sans discernement, de paisibles citoyens sont souvent malencontreusement froissés, parfois pour avoir tenté d'embarquer dans leur véhicule sans intention commerciale, parents, amis et connaissances. Le témoignage d'une des victimes sous couvert d'anonymat. Lorsque j'ai vu une fille que j'ai connue, c'est une agent aussi, on m'emmène ici depuis le matin, il est 9h, je suis là depuis 8h30. Comment je fais? Il me dit, montre-moi le gars. Donc, je lui ai présenté le gars. Le gars, comment tu as amené mon frère ici? Il dit, mais lui, depuis qu'on se voit, tu sais comment ils sont. Personne n'accepte jamais que l'homme, il faisait au plan d'eau. Et depuis qu'on était là-bas, est-ce qu'il m'a demandé, chef, on fait comment? Pour moi, ce qui m'écrit, c'est que ça peut déjà se faire que si tout le monde a des copines, on tombe sur la même copine. Tu peux décider de me ramasser n'importe où, de venir dire que je fais le plan d'eau. Tu n'as pas de preuve. Je m'arrête pour prendre mon enfant ou bien ma femme. Il faut une preuve. Il faut une preuve que tu vas filmer. Ou bien tu as quand même un client à payer, un client descendu, mais tu as fait descendre les clients. Quelqu'un est seul dans la voiture. In fine, les poches doivent saigner, souvent sans traçabilité, disons sans délivrance de quittance. Il me dit que ça va tenir la main de 100 000.
et tu vas récupérer tes papiers. Ce n'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Il m'a dit que tu ne peux plus sortir. Quand l'objectif les gens rentrent à la mairie, tu ne peux plus sortir élève. Tu dois donner quelque chose. Moi, compte tenu que j'avais le travail et j'habite loin, je suis pas en ville, je suis à l'intérieur, il fallait que je puisse libérer la voiture. C'est comme ça que j'ai pu demander à quelqu'un que une personne m'a dit, ah, si tu as quelque chose là, si tu as 20 000 la donne, je vais partir récupérer les papiers. C'est comme ça, sans papier, sans rien, j'ai donné l'argent, ils m'ont remis les papiers, mais je ne comprends pas. Mais si je n'avais rien, 100 000, tu vas trouver ça où à ce moment, 100 000 francs, tu vas trouver ça où au moment que nous sommes là. Qui devrait interpeller qui de droit au nom de la quiétude dans la cité. Rosine, les enseignants montent au créneau pour exiger d'être associés aux bénéficiaires de la prime Covid, dont la perspective de la reprise des cours après l'arrêt imposé par la pandémie du coronavirus. Pas de reprise de cours sans victoire préalable sur la pandémie du coronavirus. Credo de la Confédération nationale des syndicats du secteur éducation CONACYSEC, qui dit ne pas envisager voir les réservoirs humains que sont les établissements scolaires se muer en terreau favorable à la propagation de la maladie. Et dans l'hypothèse d'une fin de non-recevoir du gouvernement, la CONACYSEC oppose l'exigence du respect des mesures barrières. Son délégué général, Louis-Patrick Mombo. Nous réclamons la position de la CONACYSEC qui essaie de ne pas mettre en danger la vie des élèves dès lors que la pandémie n'est pas réalité. Pour nous, normalement, il doit pas avoir de prise de cours. Surtout en ce moment, nous connaissons une montée du péril parce que les cas de contamination ne font qu'augmenter. Nous sommes pratiquement à 3247 cas. Donc, à ce moment-là, très honnêtement, pour la CONACYSEC, il n'est pas question de reprendre les cours. Si aujourd'hui les établissements sont fermés depuis le 14 mars 2020, c'est tout simplement parce que les établissements étant constituant des foyers de contamination, le gouvernement a jugé utile donc de fermer les établissements pour éviter donc la propagation de la maladie au sein des établissements scolaires. Donc les rouvrir demain ou après-demain, dès lors que la pandémie continue à sévir, dès lors que la pandémie continue de décimer le monde, ça veut dire que nous serons à nouveau exposés à la pandémie, c'est-à-dire les enseignants et les élèves. Dans le cadre de sa contribution majeure à l'effort de guerre, les enseignants s'invitent en salle d'attente des candidats déclarés à la prime Covid promise au personnel soignant. Mais s'il arrivait que le gouvernement ait une reprise de cours à partir de cet instant, ce que nous allons nous exiger au gouvernement, c'est l'octroi des indemnités dénommé Covid-19 aux enseignants. Ces enseignants-là qui vont reprendre les cours parce que leur vie serait en danger. Mais également, il y aura un surplus de travail pour ces enseignants. Alors que de nombreux pays dans le monde et dans la sous-région Afrique centrale ont réouvert les portes des établissements d'enseignement, le Gabon continue de conjuguer le verbe attendre sur fond d'anxiété des enseignants sur la validité de l'année académique en cours. Restez avec nous, Rosine, pour parler cette fois de la montée des décibels contre l'impérialisme français au Gabon de l'armée citoyenne pour la libération du Gabon. Les peuples africains, plus que jamais engagés pour un affranchissement réel du joug impérialiste, notamment représenté par la nébuleuse France-Afrique, gagnent chaque jour qui passe en intensité. Sur le continent ou à travers les Africains de la diaspora, des éclats de voix ne cessent de se faire entendre, avec pour dénominateur commun la libération de l'Afrique via une indépendance politique, économique et militaire affirmée. Un challenge que fait également sien l'armée citoyenne pour la libération du Gabon, dont le guide premier, tense-lieutenant de la France-Afrique, Jean Bosco Boundoumou Boulanga. Depuis que le Gabon est Gabon, c'est la France qui décide de qui doit diriger notre très cher beau pays, le Gabon, en lieu et place du choix de la majorité du peuple gabonais dans les urnes. Ça s'appelle élection. Oui, nous sommes en 2020 aujourd'hui. La dernière élection présidentielle de 2016 nous a démontré ce fait et cet état de choses. Et ça s'est fait avec la force des armes à feu de guerre. Dans ce cas de figure, sommes-nous indépendants? Sommes-nous dans un pays indépendant? La réponse à ce questionnement est bel et bien le non.
d'où l'appel à la mobilisation de toute Gabonaise et de tout Gabonais qui a compris que nous sommes sous l'impérialisme de la France. En d'autres termes, nous sommes sous la domination de la France. Il est temps que nous puissions nous lever. Tenons-nous debout pour dire non à la mauvaise gouvernance de notre pays, pour dire non à l'impérialisme. Yves, la modernisation de la fonction publique s'est invitée la semaine écoulée sur la table de travail du bloc syndical première seconde. Ce regroupement de travailleurs gabonais est présentement en travaux préparatoires pour prendre sa part de contribution à verser aux propositions allant dans le sens de la modernisation de la fonction publique gabonaise et du toilettage de son fichier, soupçonné, à tort ou à raison, d'être truffé de fonctionnaires fantômes. La présidente du bloc syndical de première seconde, Aminata Nzomba, épouse Ondo. Il est vrai que nous sommes pour une classe sociale, parce qu'on ne peut pas travailler dans le bruit, dans le désordre perpétuel. Il y a un temps pour négocier, un temps pour se battre, un temps pour s'asseoir et un temps pour récolter. Donc pour nous, le bloc, en toute sagesse, on avait demandé au président de la République cette négociation afin que les problèmes du travailleur trouvent une solution. Malheureusement, 2 ans plus tard, c'est maintenant que la fonction publique, vu le contexte actuel de la fonction publique, a souhaité que les partenaires sociaux prennent activement part à cette rencontre sur donc les réformes de la fonction publique. Et l'un des pans de cette réforme, c'est la prise en compte des problèmes des travailleurs. Aujourd'hui, nous avons retenu ensemble plus de 144 points qui sont actuellement débattus dans ces différentes commissions. Donc le bloc ce matin, aujourd'hui, vient réaffirmer son attachement à l'aboutissement de ces revendications. Parce que les travailleurs font partie des agents économiques, c'est-à-dire nous contribuons à l'effort économique. Donc il est temps également que le gouvernement pense à satisfaire un tant soit peu aux revendications des travailleurs. Donc nous venons dire au président de la République, au premier ministre chef du gouvernement, que nous attendons avec impatience la fin de ces travaux. Nous voulons que ces travaux aillent jusqu'à terme et que le gouvernement puisse répondre aux attentes des travailleurs. Nous avons des jeunes qui attendent des postes budgétaires, nous avons des retraités qui sont toujours en pré-pension, qui attendent beaucoup de ces résultats. Nous avons des rappels, nous avons des régulations de situations administratives. Donc il est temps qu'on donne l'opportunité au gouvernement de résoudre nos problèmes. Et cela ne peut se faire que dans le calme et la confiance mutuelle. La sortie de l'arrêté désignant les participants à cette commission devrait hâter le démarrage des travaux en mode confinement d'ici à la levée de cette contrainte sociale imposée par l'apparition de la Covid-19. Vous restez avec nous, Yves, cette fois pour parler de la colère des agents de Satram du côté de Port-Gentil, remontée contre leur clochardisation par leur employeur qui cumule 19 mois d'arriérés de salaire. Ils ont atteint le fond de la piscine ou presque. Les agents de la société d'accounage et de transport maritime, Satram, qui cumulent près de 3 ans sans salaire, assortis de ruptures d'avantages sociaux liés à leur statut d'employé. Face au silence coupable du ministère du Travail sollicité dans le règlement de ce dossier, les agents de Satram ont organisé le week-end écoulé un sit-in pacifique avant d'être reçus par le gouverneur de province vers lequel leurs yeux sont désormais rivés. Les explications du secrétaire national chargé des organes statutaires de base au syndicat des employés, ex-employés et retraités du pétrole et activités connexes, Yann Arnaud Mangangou. Les travailleurs de la société Satram sont en grève depuis septembre 2019, suite à de nombreux dus d'accord de leur direction générale de la société Satram. Parmi ces nombreux dus en réclamation, il y a les salaires. Ces salaires-là, effectivement, se réclament à compter des années 2017, il y a 2018, 2019, y compris certains mois de 2020. En dehors des salaires, il y a les versements des cotisations sociales, donc CNSS et ACNAMGES.
Il y a aussi des indemnités dues à des départs volontaires que la société Satram a mis en place, dont certains travailleurs ont pris part, mais qui ne sont pas rentrés en possession de leur dû jusqu'aujourd'hui. Donc, suite à cette situation, l'administration avait pris ses responsabilités lors du dépôt du préavis de grève en septembre. Nous nous sommes retrouvés avec le ministère du Travail. À la grande surprise, la société Satram a décidé de quitter la table de négociation. Suite à cette situation, les travailleurs attendaient du ministère du Travail que le ministère prenne ses responsabilités, mais jusqu'à ce jour, le ministère du Travail est resté silencieux. Nous avons relancé la direction générale du travail, nous avons relancé celui qui était le secrétaire général adjoint en sa qualité de médiateur. Il y a eu un silence total jusqu'à aujourd'hui. Le silence de plomb des autorités politico-administratives saisies dans ce dossier leur laisse également perplexes. Les travailleurs ont même écrit au coordinateur général des affaires présidentielles. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun retour. Nous n'avons aucun retour. Ça signifie que la situation de Satram est jusqu'à la présidence. Nous n'accusons aucun retour. Dernièrement, les travailleurs ont sollicité auprès de l'autorité de la province, monsieur le gouverneur, une audience, qui a bien effectivement vu l'urgence, a lui aménagé urgemment son calendrier afin de les recevoir. Donc suite à cet entretien, c'est pourquoi nous attendons un retour de l'autorité. Nous restons dans l'attente pour voir quelles sont les solutions effectivement qui pourront découler de l'autorité qui est le gouverneur. Donc nous sommes en situation de Covid-19. La société Satram se permet d'affamer les pères et les mères de famille. Donc c'est pourquoi nous attirons leur attention et nous sollicitons que les hautes autorités prennent leurs responsabilités. Soulignons qu'en 3 ans de galère, les autorités judiciaires ont mis en place 3 syndics en vue du redressement judiciaire de cette entreprise. Des efforts qui peinent jusqu'ici à porter du fruit. Employés femmes de Satram, ça aussi nous pouvons dire que c'est une sorte aussi de violence que nous subissons. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu n'as pas la crainte de Dieu, et pour des sœurs par exemple qui ne vivent pas avec les hommes, vraiment c'est compliqué. Nous aujourd'hui, certaines de nos sœurs peut-être peuvent même se livrer à la débauche parce qu'il faut subvenir aux besoins des enfants à la maison pour pouvoir au moins s'acheter même un sac de riz ou un carton de poulet pour nourrir les enfants. Rosine, la mort du producteur musical Jean-Yves Messan touche profondément la communauté artistique gabonaise dont de nombreux membres sont présentement en studio dans la perspective de la sortie de Mélodie en hommage à ce pionnier de la culture musicale au Gabon. Les amis, oh, écoutez ma détresse, mon cœur est meurtri. Je n'ai plus de force, je n'ai plus de force, la douleur est si forte. Jean-Yves est parti, il vous a quitté, oh. Tant de souvenirs, papa, tu vas nous manquer. Les Kumobi, Tarabana et Jantilala. Immortalisé par la chanson Le Grand Esprit qu'a été le producteur Jean-Yves Messan, motivation de ce regroupement en studio d'artistes gabonais de plusieurs générations qui se relaient pour donner leur part de voix au chapelet de composition en cours de production en mémoire de ce grand Manitou de la musique gabonaise, dans les mains duquel sont passées plusieurs grandes voix de la chanson gabonaise, dont Feu Serge Eniga, Nicole Amogo, Emma la Tigresse. Pour ne citer que cela, les témoignages ne tarissent pas sur la grande humanité du disparu. Emma la Tigresse. C'est un homme au grand cœur, un rassembleur. Voilà. Donc moi j'arrive à Mandarine, j'avais 15 ans. Voilà, j'arrive et je dis aux vieux que je chante, je vais me faire produire par vous et tout. Il dit ah bon? À cet âge-là? Je dis oui.
Il dit ok, chante, je t'écoute. J'ai chanté, il m'a regardé. Il dit ok, ben, tu vas d'abord travailler. Et puis après, il m'a produit quand j'avais 17 ans. Donc auprès de lui, j'ai beaucoup appris. C'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Parce qu'une fois, j'ai raté la mort. Je me suis fait kidnapper. Il a failli me faire tuer en 2008. Et lorsqu'il a appris ça, vraiment, il s'est occupé de tout. Et c'est une artiste de mon label. Même quand je n'étais pas de son label, il était toujours là. Donc, il a tout réglé, il s'est occupé. C'est un... Angèle Assélé. Lorsque j'ai commencé à chanter, j'avais... j'étais toute petite, c'est Jean-Yves et les autres qui m'ont encadrée. Je n'ai jamais vu Jean-Yves en colère. Toujours souriant, toujours... et très rigoureux dans le travail. Et donc... c'est beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. C'est compliqué. Ces mélodies en hommage à la mémoire de Jean-Yves Messon sont à mettre à la contribution de la maison de production Music Touch. On va boucler Yves avec la poursuite du côté de Radio-Télévision Nazareth du Téléthon visant à la collecte de fonds dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une initiative de la société civile gabonaise. Une batterie de mesures avec pour cœur d'initiative une levée de fonds sont en bonne place dans le calendrier d'activité des membres du groupe d'alternatives communautaires GAC Covid-19, des initiatives visant à tordre le cou au coronavirus prévu du 10 au 25 juin en cours. Au haut du tableau de cette offensive, l'on compte l'organisation d'un téléthon visant à booster la générosité et l'élan de cœur de chacun et de tous. Les explications du porte-parole du GAC Covid-19, Marcel Libama. Le GAC Covid-19 lance une grande opération de levée de fonds. Une opération qui va durer 30 jours pour lever les fonds. Et nous allons consacrer 15 jours du 10 au 25 juin. Nous allons organiser un téléthon à la chaîne de télévision partenaire RTN. C'est une opportunité que nous donnons aux Gabonais de contribuer à l'effort national. Les dégâts que cause le Covid-19 dans notre pays sont catastrophiques. Et nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Le devoir de solidarité qui a toujours caractérisé nos us et coutumes doit aujourd'hui être une réalité. Parce que notre projet, c'est d'équiper, de rendre les Gabonais compétents face à cette maladie, afin de rompre les chaînes de contamination du Covid-19. Ces fonds que nous allons lever vont nous permettre de renforcer les campagnes de sensibilisation, vont nous amener à équiper les Gabonais en masque, parce qu'aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les lieux publics, mais le masque n'est pas disponible. Nous devons rendre le masque disponible à nos populations. Les acteurs de la société civile engagés sur ce front de salubrité socio-sanitaire entendent également mettre à contribution plusieurs plateformes numériques dans leur site internet et leur page Facebook pour diversifier les canaux d'entrée de devises qui aideront le GAC Covid-19 à intensifier ses actions de prévention et de sensibilisation aux bénéfices
des groupes communautaires au Gabon. Rosine, c'est sur cette note que prend fin ce passage en revue de l'actualité hebdomadaire du Gabon. Yves, disons à chacun et à tous au revoir et au prochain numéro.